En gros, je suis un entrepreneur un peu hyperactif sur les bords. J'ai monté quelques projets, mais dont un qui est mon principal et mon plus structurant, qui est Le Crayon. Donc Le Crayon, aujourd'hui, c'est un groupe média et en plus, très récemment, on vient de faire une opération de croissance externe. Donc c'est plus 1,2 million d'abonnés, mais c'est maintenant 2,8 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est une quinzaine, bientôt une vingtaine de personnes dans l'équipe et c'est du coup 4 business units. Le nouveau média qu'on a racheté, que je ne vous dévoilerai pas aujourd'hui malheureusement parce qu'on attend de tout balancer au grand public, c'est Le Crayon, du coup, le premier média de débat des jeunes. C'est 1,2 million d'abonnés, tout réseau confondu. C'est Le Surligneur, une agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs. Comment on fait en sorte que les entrepreneurs deviennent des leaders d'opinion sur leur thématique. Et nous, on travaille pour eux là-dessus. Et une agence d'influence et d'intelligence économique pour les grandes entreprises qui s'appelle Le Pinceau et qui a pour but en gros de faire comprendre et de faire agir, et dans cet ordre-là, aux grandes entreprises sur le digital et la jeunesse notamment. Avec un énorme focus autour des grandes entreprises, c'est-à-dire pas forcément des marques consumer. On ne bosse pas trop avec des Nike, des Adidas, des M&M's ou des Coca. On bosse plutôt avec des BNP, des Sanofi, des Servier, des Vivatech. Donc plutôt, on va dire, une forme d'influence soft, d'une influence intello, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher des gens qui font des danses et de l'humour, mais plutôt des gens qui vont faire de la vulgarisation, de la science, de l'histoire, de l'entrepreneuriat, en gros. Donc en fait, on a structuré cette activité-là avec une idée fondamentale qu'on avait derrière la tête, c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les leviers, que notamment Naval Ravikant a beaucoup théorisé, sont à un stade d'accessibilité que ça n'a jamais été le cas dans l'humanité. Et donc en fait, il faut utiliser ces leviers pour soi, mais surtout il faut utiliser ces leviers de la bonne manière. Parce qu'avec ces mêmes leviers, les gens vont avoir des résultats extraordinaires comme des Peter Levels qui font, à lui tout seul, il fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an en se levant à midi. Enfin, en tout cas, il documente beaucoup ça, je vous laisse le suivre sur LinkedIn si ça vous intéresse. Et de l'autre côté, des gens qui vont aller s'arracher pour monter des agences d'événementiel qui vont faire même pas 10K par mois, alors même qu'ils mettent beaucoup plus d'énergie, de temps et d'intensité que des mecs comme ça. Et donc en fait, cette disproportion entre l'énergie et le travail mis et les résultats, c'est généralement une question de levier. Celui que moi je connais, que je maîtrise le mieux, c'est celui des réseaux sociaux, c'est celui du média, au sens audience et très large du terme. Mais je pense qu'il y a aussi un problème qui est arrivé avec ça, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont des créateurs de contenu ou des influenceurs sur leurs propres compétences et leurs propres thématiques business. Mais justement, j'aimerais emmener ça un tout petit peu plus loin, parce que parfois je vois une énorme erreur, ou en tout cas une énorme faiblesse de ces gens-là, c'est que leur message ne les dépasse pas. Donc ils nous apprennent à faire quelque chose, c'est très cool, donc on les suit là-dessus. Mais une fois qu'on aura appris cette chose-là, on va se désabonner, et si cette chose-là ne nous intéresse pas, on ne va pas la suivre. Donc en fait, il n'y aura pas ce contenu un peu aspirationnel, qui parfois peut être un peu bullshit, donc il faut s'en méfier, mais qui emmène véritablement les gens. Et on a énormément de défauts, je suis très 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 loin d'être excellent dans tous les domaines, même vraiment vraiment loin de ça. En revanche, il y a une chose qu'on maîtrise chez nous, c'est le fait d'embarquer les gens. J'ai notamment porté 3 projets très récents qui ont, enfin avec le Crayon, en comptant le Crayon, qui ont vraiment prouvé ça, que sont du coup Le Crayon, un groupe média, Elise, qui était une application pour la présidentielle qui a été la 9e application la plus téléchargée de 2022. En l'espace de 3 mois, on avait fait 3,6 millions de téléchargements. On s'est pris quelques petites balles perdues de Mélenchon, de Zemmour et compagnie, c'était assez marrant. Et on a été même un sujet vraiment de débat national parce qu'il y a eu des articles dans le Times, dans le Monde, dans le Figaro, à la télé, enfin bref, c'était un engouement de cinglé. Et la Founders Night, qui est un événement d'entrepreneurs assez proche de ce que Gérald sait faire aussi, et qui est en gros une espèce d'antenne très collaborative, avec un objectif pas forcément très business derrière, beaucoup plus de réunions. C'est un peu, on va dire, le BDE des entrepreneurs, si on peut le formuler comme ça. Ça parlera mieux comme ça. Voilà, parce qu'il y a autant de bières que de leçons enseignées, à mon avis, dans ce genre d'événement. Donc voilà. Tac. Donc du coup, le sujet d'aujourd'hui, hop là. Les meilleures marques ont un message qui les dépasse. Le principe qu'il y a, et le principe fondamental qu'il y a derrière cette idée-là, c'est qu'on est souvent en train d'aller chercher le ROI pour notre client. On est souvent en train de chercher de convaincre, d'essayer de convaincre un peu la foule, la masse, les gens qu'on cherche à cibler, nos prospects, par la valeur ajoutée qu'on va leur apporter. Et c'est évidemment absolument essentiel dans un discours commercial. On ne va pas acheter quelque chose si on n'en sent pas le besoin. Sauf qu'en fait, et c'est Steve Jobs, donc je ne réinvente rien là-dessus, qui l'avait lui-même théorisé, qui avait été un des premiers à vraiment le mettre sur la table, qui était que le marketing était à propos des valeurs. Aujourd'hui, et je pense qu'on regarde absolument les bureaux là, on peut le voir, il n'a pas eu besoin de nous expliquer pourquoi le Mac était utile. On en a tous. Sauf qu'en fait, il n'a pas dit le Mac c'est vraiment utile parce que vous allez pouvoir faire des jolis dessins sur PowerPoint et vos présentations, des montages sur Final Cut. Il vous a surtout dit pensez différemment. Et donc en fait, il a vraiment créé un mouvement, véritablement. Et un mouvement, c'est très puissant parce qu'en fait, au lieu de partir de la marque vers la personne, c'est l'inverse que ça produit. On part de la personne vers la marque.
C'est-à-dire qu'en fait, le penser différemment, on pense que c'est Apple qui nous l'indique, qui nous le dicte même. Mais en fait, ça vient de nous, qui nous identifions en fait qu'on pense différemment, et que nous, on dit, ok, j'aspire à penser différemment, donc j'aspire à aller vers cette marque. Donc c'est un marketing en fait qui crée littéralement de la traction. C'est je vais vraiment faire ce mouvement de ah, je vais aller atteindre, je vais aller chercher la marque. Et c'est vraiment important de comprendre cette philosophie-là derrière, parce que cette philosophie-là qui permet de drainer en fait des mouvements qui sont bien supérieurs aux efforts marketing que vous produirez. Notamment parce qu'en fait, ce sont des mouvements qui créent un bouche à oreille absolument énorme. Ça crée des clans, il y a le marketing de tribu de Seth Godin, mais bon, j'y reviendrai un peu après. Et en fait, cette logique de clan, cette logique d'aspiration, c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose de très transcendantal. Et dans une époque où la religion est quand même vraiment reléguée au second plan, où même les croyances dans les nations sont un peu effritées et tout ce qui va avec, le fait d'avoir des grandes entreprises ou des individus qui portent des messages qui les dépassent, ça permet de combler ce manque qu'on a au XXIe siècle dans une société surtechnologisée, ultra interconnectée, de pouvoir avoir un peu de transcendance en soi, même si jamais aujourd'hui cette transcendance passe par du marketing, passe par des entreprises, passe par des produits, passe par du contenu ou autre. Je précise que je fais cette conférence beaucoup basée sur les personal branding parce que je me suis dit que ça serait probablement beaucoup plus utile pour vous, mais toutes ces mécaniques-là s'appliquent exactement de la même manière à des marques, si ce n'est le fait que ça enlève l'incarnant en tant qu'humain, mais ça met un incarnant en tant que logo. On en revient à Apple. Donc voilà, I have a dream, faut avoir un rêve. En fait, c'est vraiment important de comprendre ça parce que c'est, je pense, la racine même de cette logique-là. Il y a un gars dans les années 60 aux États-Unis qui se dit tiens, en fait, on va aller faire probablement un des plus grands coups politiques de la deuxième moitié du XXe siècle. Faut comprendre qu'à l'époque, il y a peu de télévision chez les gens. Enfin, vraiment, c'est 1/10 de la population qui ont des télés à cette époque-là. La radio est assez démocratisée, mais c'est assez faible. Les médias sont très lents. Entre le moment où il se passe quelque chose à New York et le moment où quelqu'un du Minnesota entend parler, il peut y avoir 3-4 jours de délai. Il faut comprendre ce que c'est 3-4 jours de délai. Aujourd'hui, on a la news dans la minute. Et évidemment, les réseaux sociaux, Internet, tout ce qui est avec, n'existe pas. Et pourtant, quasi personne aujourd'hui n'est capable de réunir 250 000 personnes sur une place. Il faut comprendre ce que ça implique, 250 000 personnes. C'est la population d'une ville comme Strasbourg. Il faut mesurer l'ampleur du truc. Et ça, il le fait sans réseaux sociaux. Il le fait sans avoir l'appui d'un Squeezie, d'un Hugo Décrypte, des frères Paul. Et en fait, en faisant ça, il le fait parce que l'aspiration est très profonde. On sent qu'il y a à ce moment-là un vrai mouvement autour des droits des Afro-Américains, de la reconnaissance même en tant que citoyen, de passer de l'égalité des droits à l'égalité de fait, on va dire. Et à ce moment-là, cette aspiration, elle est partagée non seulement par les communautés afro-américaines, mais aussi par énormément de progressistes américains qui sentent bien que le combat est à mener, en fait, que c'est pas si on laisse les choses comme ça va s'améliorer. Ça n'est pas en train de s'améliorer. Donc il faut porter un grand coup. Et donc en fait, il dit ayez un rêve, et ça va être son discours. Mais même dans sa communication, même dans la manière dont il prépare cette conférence-là, il emmène les gens avec une aspiration profonde. Il leur dit j'ai un rêve, nous avons une société désirable à créer. Et cette société désirable à créer, elle naît au sein des gens, au fond des gens en fait. Et donc c'est du coup ce mouvement de se dire je ne vais pas aller écouter Martin Luther King. En fait, c'est pas ça le sujet. Nous allons, nous tous, porter un putain de stand aux États-Unis en montrant que nous sommes unis pour cette société à laquelle on aspire. Et donc, ça veut dire que quand on convainc ses proches, ce référol, ce fameux référol, qui est en fait réellement la clé de cette stratégie, de cette logique d'avoir un marketing transcendantal, d'avoir des entreprises et des messages qui dépassent nos marques, en fait, c'est de comprendre que le référol va se faire par égoïsme ou par vision interpersonnelle. Et là, l'égoïsme ou la vision interpersonnelle, c'est j'ai envie, moi, m'en fous Luther King. Moi, j'ai envie d'avoir une société plus enviable, plus équitable, plus désirable. Donc moi, je vais faire la promotion de cet événement. Et c'est ça qui est vraiment important. La personne qui est targetée devient acteur en fait du marketing. Et elle devient acteur du marketing parce qu'elle se rend compte que c'est son intérêt que ce marketing grandisse. Et c'est pour ça que je parle que les grandes marques ont un message qui les dépasse, et ça va être toute la thématique de cette conférence. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où votre message vous dépasse, il devient porté par d'autres personnes. Et pour vous donner un ordre d'idée qui peut être à mon avis beaucoup plus facile à mémoriser, si jamais un message ne peut être porté que par le leader, c'est une secte. Si un message peut être porté par n'importe qui, c'est une religion. Et c'est important de comprendre cette différence-là, parce que même dans les boîtes, on va pouvoir retrouver un peu cette logique-là. Si on prend l'exemple, je ne sais pas, on va dire du rap par exemple, il va y avoir des rappeurs extrêmement sectaires, comme des Freeze Corleone par exemple, qui vont vraiment avoir ce message de c'est mon clan, c'est moi qui dicte, personne ne peut parler, on va dire, en mon nom ou dans le nom du clan. Du coup, il va garder ça
vraiment pour lui, où il va y avoir par exemple un gradure qui avait parlé de Cheguet, ou qui a emmené vraiment pour le coup lui tout le quartier à se rebeller et à aller avec lui dans sa rébellion. Et donc du coup il y en a un qui sectorise, qui renferme, et il y a l'autre qui ouvre complètement. Et celui qui ouvre complètement, il a un message qui le dépasse. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Encore une fois, dans la logique de ayez un rêve. La logique de ça, c'est en fait l'aspiration qu'on a tous à quelque chose auquel on ne croit pas encore ou à laquelle on n'est pas encore dans la matrice. Et ce rêve-là, en fait, il est fondamental parce qu'il pousse les gens à imaginer l'innovation. Donc en fait, il pousse les gens à se dire on est en train de dépasser des barrières. Et ce message-là, il est vraiment puissant parce qu'en fait, il est vraiment en train de montrer une voie externe, une voie qui n'existait pas. Les gens se disent moi, je veux que mon cheval il aille plus vite, parce que dans ma tête, je veux aller plus vite, je sais pas, voir ma femme, voir mes amis, voir mes associés, aller à l'église, que sais-je. Et en fait, ce qui montre là-dedans, c'est qu'il y a une aspiration des gens d'aller créer complètement autre chose. Et en fait, cette aspiration d'aller créer complètement autre chose, elle crée une double logique qui est très puissante. La première, c'est de devenir un rôle modèle. C'est-à-dire tous les entrepreneurs qui voudront faire autre chose que créer des chevaux plus rapides, mais réellement disrupter une industrie, vont s'appuyer sur ce modèle, et donc du coup, faire de lui l'icône et la légende qu'il est. Une légende qui, et c'est ça la deuxième chose, est une marque, parce que c'est Henry Ford, et sauf que la réalité c'est qu'Henry Ford, sa marque c'est Ford. Et donc du coup, en plus, il fait adhérer au produit, comme quelque chose de fondamentalement innovant. Et donc, je ne dis pas que c'était ça à l'époque, j'y étais pas, mais ça aurait très bien pu créer, si ça avait été ça aujourd'hui, des mèmes ou des blagues où on se moque des gens qui veulent des chevaux les plus rapides. Et on crée une scission en disant, moi je suis du côté de ceux qui veulent des voitures. Vous voulez des chevaux plus rapides, vous êtes dans le passé. Moi, je suis dans le futur. Et cette logique-là, c'est de se dire que c'est moi qui veux être dans le futur. Je m'en fous de Henry Ford. Lui, il me donne juste l'autorisation et l'accès au futur. Et c'est ça qui est vraiment fondamentalement différent. C'est que lui me donne un accès vers quelque chose à laquelle moi j'aspire. Son message, je le dépasse parce qu'il ne dit pas mes bagnoles sont les meilleures. Il dit les gens veulent des chevaux plus rapides, moi je fais des bagnoles. Et il y a cette scène extraordinaire dans Mad Men, je ne sais pas pour ceux qui ont regardé la série, c'est une série sur des publicitaires dans les années 60. Et ils ont un cas pratique avec Lucky Strike. En gros, c'est la première fois que l'agence de santé américaine interdit aux mecs qui vendent des cigarettes de vendre le fait que les cigarettes permettent d'avoir une bonne santé. Ça paraît fou aujourd'hui quand on le dit comme ça, mais il y a vraiment un moment où on pouvait vendre des cigarettes en disant vous aurez vraiment une meilleure santé si vous fumez des clopes. Ça paraît pas fou aujourd'hui comme ça, mais pourtant c'était le cas. Et ce qui est vachement intéressant avec cet épisode précis, c'est que du coup ils ont du mal à trouver leur message marketing parce que les mecs de Lucky Strike, ils sont pas prêts à abandonner ce marketing-là. Eux, dans leur tête, ils sont en train de faire du bien à la population américaine. Donc quand on leur dit que c'est pas le cas, ils ont même eux-mêmes un blocage. Et donc du coup, le personnage principal, qui s'appelle Don Draper, il arrive avec cette phrase légendaire, cette scène légendaire où il dit en fait, comment vous faites votre tabac? Donc eux, ils disent on prend le tabac and when we toast it. Donc on le toast comme on ferait un putain de toast en pain de mie. Et donc du coup, il dit mais c'est ça en fait votre message marketing. Lucky Strike, virgule, it's toasted. Et il dit mais je comprends pas, d'accord, mais enfin tout le monde le fait. Tous les mecs qui font ça, ils disent non, eux ils font des clopes. Vous, it's toasted. Et en fait, c'est pour comprendre que le message n'est pas en train. Je ne suis pas en train de dire que votre message marketing est forcément une révolution du produit que vous consommez. En fait, c'est une révolution de la perception que vous allez créer des gens de votre produit. Et deux produits qui peuvent être très similaires, Samsung et Apple. Enfin, je disais de le dire, moi je suis un grand fan d'Apple, mais les produits ne sont pas très très différents. Enfin, quand on regarde un Nokia et un iPhone, oui, là, putain, ok, d'accord, il y a eu un vrai gap technologique. Entre Samsung et Apple, bon, c'est comme du pareil au même, c'est le même genre d'application, mais il y en a une qui a une perception bien supérieure parce qu'on pense différemment, parce que c'est un objet de lifestyle, parce que le design, parce que ça renvoie une image de nous qui émane de nous-mêmes. Et c'est pareil pour le It's Toasted où tout d'un coup on a l'impression de refumer un truc qui est sain. Parce que c'est comme notre petit toast au petit déjeuner, quoi, en fait. Notre toast au petit déjeuner, puis on s'allume une Lucky Strike. Là où les autres marques, les autres marques, elles tuent des gens. Eux, c'est Toasted. Et donc c'est comme ça qu'on retourne une perspective, parce qu'en fait on retourne la perception. Et on n'est pas forcément en train de changer le produit, on est en train de changer la perception. Et je vous épargnerai tout ce discours là-dessus, parce que je le trouve trop complexe et parfois un peu bullshit, mais il y a même eu des études placebo pour montrer que des produits étaient plus appréciés à partir du moment où on les brandait plus cher ou avec un meilleur storytelling. Et ça, si vous êtes déjà allé dans des restos un peu typiques en Italie et tout, parfois vous vous retrouvez avec des chefs qui vous décrivent les pâtes comme si c'était une révolution en disant mais ces pâtes-là, ma mère elle les faisait quand on était petit, que je m'étais fait mal en jouant au foot, et puis là elle me les faisait et ça allait mieux. Et puis là on bouffe les pâtes en mode mais c'est incroyable et tout, moi aussi je vais mieux et tout. Si vous nous avez dit c'est des pâtes de merde, je les ai fait réchauffer, mais non, ferme ta gueule, je suis pas sûr que j'aurais eu la même impression sur les pâtes.
Et c'est ça en fait le sujet. On veut un futur où l'on s'attend à ce que des choses s'améliorent, pas un futur où on craint que tout s'empire. Je pense que dans cette logique de les grandes marques ont un message qui les dépasse, on a un peu notre syndicaliste en chef de ce mouvement-là, en tout cas actuel, parce que c'est justement un des mecs qui a, je pense, le mieux compris ça. Et c'est d'ailleurs assez difficile, mine de rien, de le faire, parce que comme il est sur 5 grosses entreprises majeures, c'est très compliqué de réussir à créer un marketing commun entre ces 5 boîtes. On a quand même une dans les réseaux sociaux, une dans le spatial, une dans l'internet, une dans le transhumanisme et une dans les bagnoles. Pas exactement les mêmes industries, mais il réussit à créer un tronc commun à ça, c'est le futur désirable. Et pourquoi c'est vachement intéressant? C'est vachement intéressant parce qu'en fait, on aspire tous à un futur désirable, à moins d'être un peu cinglé, on aspire quand même tous à un futur désirable, et qu'aujourd'hui, on a un discours ambiant qui est complètement l'inverse. On a un discours collapsologue. Je ne dis pas que tout ce discours-là n'est pas fondé, hein, mais on a aujourd'hui un discours collapsologue, très très anxiogène, et si on écoutait les news et les informations, on a l'impression que le monde va plus mal aujourd'hui qu'il n'est jamais allé. C'est pas vrai. Factuellement, et toutes les études le démontrent, on vit dans une bien meilleure époque que toutes les époques confondues de l'humanité. Avec un petit mais, c'est que la crise climatique pourrait remettre tout ça en question bien pire. Mais en enlevant ce paramètre-là qui est très très important, mais il y a moins de pauvreté, il y a moins de non-éducation, enfin tous les chiffres de développement sont quand même largement en hausse, y compris dans les pays très pauvres. Et pourtant, on a un discours ambiant, légitime avec le changement climatique, mais extrêmement anxiogène, qui globalement nous indique, et si on écoutait certains représentants politiques, franchement assez sérieux pour certains d'entre eux, globalement, on serait en mode décroissance, sobriété heureuse, et puis en gros, ukulélé et feu dans les bois. J'exagère à peine. Et ce truc-là, il y a un mec qui se dresse, en plus avec la légitimité qui est la sienne d'entrepreneur, et qui dit non, on a un futur désirable à construire. Et ce futur désirable à construire, voici où est-ce qu'on peut aller. Des voitures autonomes, la colonisation de Mars, l'augmentation de notre intelligence, l'Internet partout et mondialisé, des plateformes d'expression totalement libres. C'est désirable, en tout cas sur le principe. Et c'est désirable parce que cela part de nous-mêmes et qu'on a envie que les choses s'améliorent. Et comme on a envie que les choses s'améliorent, on pense que si on achète Tesla, les choses s'améliorent. On pense que si jamais on est sur Twitter, les choses s'améliorent. Parce que la personne, la marque, certes Elon Musk, mais même les marques qu'il construit, donnent cette sensation profonde qui vient de nous-mêmes de si je suis ce mec-là, si jamais je pousse, si je mets ma consommation vers ce mec-là, les choses s'amélioreront parce que je financerai un mec qui va dans une direction qui me plaît. C'est comme si, en fait, par ma consommation, je votais pour un leader politique. Ça revient à peu près au même mécanisme. Et c'est vraiment important de comprendre cette logique-là parce que cette rhétorique dont je vous parle, c'est une rhétorique. Mon média, Le Crayon, est un média de débat, donc avec beaucoup de sujets de société, y compris politiques. Et on le voit bien que les politiques ont un discours qui est plus engageant que les entrepreneurs. Parce qu'il est moins centré autour d'eux. Le politique, par définition, il pense à l'autre. Et je pense que les entrepreneurs ont énormément à prendre de cette leçon-là. Parce que mine de rien, les politiques, ils doivent être aimés ou au moins plébiscités par des centaines de milliers ou des millions de personnes s'ils veulent ne serait-ce qu'à avoir une chance d'exister sur la scène nationale. Et de l'autre côté, on a des entrepreneurs qui sont là globalement en disant moi, mon produit, il est meilleur que le voisin parce que A, B, C, D, E, F, G, et puis d'ailleurs, fonctionnalité Y que vous avez oublié. Ouais, on l'a oublié, du coup. C'est vraiment ça le truc, on l'a complètement oublié. Parce qu'en fait, je m'en fous de ces fonctionnalités-là. Parce que si jamais je veux acheter ton produit, c'est que j'ai plus ou moins compris qu'il va m'être utile. En revanche, si tu arrives à me le vendre en augmentant ma perception de moi-même, en me le vendant, là, tout d'un coup, je suis vachement plus intéressé. Si jamais tu me dis c'est le produit des grands entrepreneurs, moi, j'ai cette aspiration profonde d'être un grand entrepreneur. Donc, je vais pouvoir aller aspirer vers ça. Me dire que je vais faire x5 sur mon chiffre d'affaires, beaucoup de gens le disent, combien le font vraiment? Je peux en douter de ce discours-là. Me dire les grands entrepreneurs comme ceux-là qui ont déjà été mes clients le font parce que mon produit ou mon projet ou mon programme ou mon business, c'est un business pour les grands entrepreneurs, j'achète ça pour être un grand entrepreneur. Après, la valeur du produit, probablement que si tu fais payer ça cher, il y a de la valeur, j'espère en tout cas. Ça devrait être la base. Mais le marketing, il va être autour d'un message qui le dépasse. Les grandes marques ont un message qui les dépasse. Et Elon Musk, il a un rêve et ce rêve, il nous emmène. Après, une fois que vous avez eu un rêve, que vous avez votre rêve d'avoir un monde meilleur, de réunir les grands entrepreneurs, le mien par exemple sur le surligneur, faire en sorte que les leaders d'opinion de demain soient beaucoup plus régulièrement des entrepreneurs que des militants, des politiques, des artistes. Une fois que vous avez ce rêve, il faut emmener les gens. Comment on emmène les gens à faire en sorte que du coup par exemple pour le surligneur, les entrepreneurs soient les leaders d'opinion ou parmi les leaders d'opinion de notre pays? On emmène les gens parce que c'est notre projet.
Et en fait, c'est vraiment important de le comprendre parce que cette phrase-là, je la trouve extrêmement symbolique. Elle a beaucoup tourné parce que la séquence est un peu kitsch, mais la réalité, c'est qu'elle est vachement maligne, cette séquence. Parce que c'est pas son projet. Et encore plus pour un mec comme Macron, dont littéralement les initiales du parti, c'est les mêmes que lui-même, qui est un type qui sort de nulle part, avec une logique, ou en tout cas une incarnation très très individuelle en fait, de son mouvement, de son pouvoir et tout. Il dit que c'est notre projet. Et en fait, en partant du principe que c'est notre projet, il nous encourage, nous, à y adhérer, mais à le co-construire avec lui. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est vachement stratégique, parce qu'il est en tout début de mouvement. En Marche à peine un an et demi, et lui, il dit c'est notre projet, donc en fait, venez me rejoindre, donc venez le construire avec nous. Et ça, c'est un truc que vous pouvez faire si vous êtes au début de votre activité, si votre activité n'a pas 10 ans ou 15 ans d'existence, si vous êtes encore dans les 3 voire 5 premières années, de se dire c'est notre projet, vous pouvez m'aider à le construire. Ce qui peut être en partie faux, on va dire, ok, vous, votre base, vous n'allez pas la bouger. Mais en revanche, il y a des choses incrémentales que vous pouvez modifier et que vous pouvez construire avec les gens. Avoir une marque qui vous dépasse, avoir une marque qui est aidée et construite par votre communauté. Une choix de couleur de logo, une choix de police, une choix d'un bonus en plus, une choix d'un lieu pour un mastermind, enfin ce genre de choses, c'est con. Mais du coup, si jamais moi j'ai choisi, et si jamais Gérald il me dit, ouais, bon, on va faire le truc à la Thon Montparnasse ou est-ce qu'on fait ça au Ritz, et je lui dis Thon Montparnasse, bah tout d'un coup j'ai une espèce de biais de cohérence où je suis content d'y aller. C'est ma décision aussi en fait. Même si jamais en fait on est 300 à avoir voté, ce qui est beaucoup, parce que du coup en fait je vaux 1/300e des voix, bah en fait c'est ma voix, c'est ma décision aussi. Ça dépasse Gérald, parce que ça part de moi, et ça émane de moi. Et c'est vraiment important de comprendre justement ce mécanisme très précis de l'ownership en fait, de la sensation de propriété. C'est beaucoup plus difficile pour une très grande marque de le faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il commence à avoir de plus en plus pour les marques de sneakers, par exemple, des collabs avec des artistes ou tout ce qui va avec, parce que ces collabs permettent d'en sortir plein, de pouvoir avoir chacun son artiste préféré dedans, et en même temps d'avoir des éditions limitées qui fait qu'on a toujours l'impression qu'on est un peu unique. J'ai vu qu'ils avaient sorti des pompes Nike X Travis Scott, je ne sais pas combien il y en a et tout ce qui vient avec, mais j'achète très peu de sneakers, pas trop mon délire, je ne suis pas très fringue de manière globale. Mais j'étais en mode, moi je kiffe bien Travis Scott, il y a des Nike en édition limitée, si j'avais dû en acheter, ça aurait été celle-là. Parce qu'en fait, je m'en fous, je sais pas si c'est Kendrick Lamar, moi je m'en fous de Kendrick Lamar par exemple. Et donc en fait, on réussit à créer de la personnalisation, on réussit à créer une marque qui nous dépasse. Nike est une marque qui le dépasse au-delà de plein d'autres choses, mais sur ce type de gamme particulière, parce qu'en fait, ça les dépasse à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de l'artiste avec lequel ils collaborent. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la possibilité de choix de chacun à sa version. C'est comme si on arrivait dans une dimension où en fait, on pouvait faire absolument tous les fringues, on pouvait les confectionner nous-mêmes. Une marque aurait plusieurs possibilités et on les confectionnerait nous-mêmes, comme dans les Sims par exemple, le jeu vidéo. Et donc en fait, on aurait notre propre t-shirt. Donc la marque serait extraordinaire parce que ce serait la marque de tout le monde. Et donc il y a des concepts comme ça à aller exploiter où en fait on embarque les gens, on les emmène parce que c'est notre projet. Parce qu'en fait, les grandes marques ont un message qui les dépasse. Ce sont les entrepreneurs qui seront les acteurs du changement. J'adore ce gars, déjà, je tiens à le dire. Parce que on parlait, merci beaucoup, on parlait en fait de sensation de non-égoïsme, de sensation de générosité. On ne peut pas réussir à emmener les gens en disant faites-moi gagner. On peut dire faites-nous gagner, déjà c'est un peu mieux, mais faites-moi gagner ça marche pas. Parce que chacun, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, même si je pense que ça l'a toujours un peu été, chacun est le héros de sa propre histoire. Donc on n'est pas le numéro 8 de l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est impossible à accepter. On peut accepter d'être le membre d'un truc, ça y a aucun problème. Mais d'être le numéro 8 du succès d'une personne, c'est beaucoup plus difficile à accepter. Et là où c'est très fort, c'est que Xavier Niel, il a monté un fonds d'investissement qui s'appelle Kima, qui finance globalement 100 startups par an. Il a monté le plus gros incubateur d'Europe, la Station F, qui abrite plusieurs centaines ou plusieurs milliers de startups. Il est ultra présent et important dans l'écosystème. Et c'est important de le préciser, je n'ai pas fait les comptes et je n'ai pas vérifié, mais à mon avis, toute cette opération-là lui rapporte de l'argent à la fin. Il n'est pas déficitaire sur ces opérations-là. Et pourtant, c'est presque la sensation que ça donne. On a presque l'impression que le mec il fait du caritatif avec ça. Premier degré. L'impression que Kima il balance de l'oseille à chaque fois qu'il y a une boîte qui existe, que la station F en fait c'est vraiment pour aider les jeunes pousses qui avec. Oui, mais en plus c'est vrai. C'est ça qui est fort. C'est que ça aide, c'est réellement en train de faire ça. Juste il est suffisamment bon pour trouver un business model qui fonctionne, parce que ça reste un homme d'affaires de génie. Mais il est d'abord avant tout en train d'emmener les gens. Ce sont les entrepreneurs qui seront les acteurs du changement. Donc quelle cohérence avoir avec ce message-là? La cohérence de les aider avec la station F ou avec Kima. Et c'est doublement intéressant, c'est qu'en faisant ça, il arrive à faire un triple coup de communication. La première, il est lui-même acteur du changement, du coup, parce qu'il est entrepreneur. Donc il réussit à parler de lui, sans jamais avoir l'impression que c'est le cas. La deuxième chose,
c'est qu'il donne envie à toute personne qui est acteur du changement de devenir entrepreneur. Donc il réussit son lobbying stratégique national. Et la troisième chose, c'est qu'il aimante tous les acteurs de changement et tous les entrepreneurs vers lui. Donc en fait, c'est probablement Kima ou la Station F qui vont récupérer les meilleurs entrepreneurs parce que c'est vers lui qu'on va se tourner. Si je vous prends je ne sais pas si vous parle, un Marc Ladré de la Charrière par exemple, c'est globalement le propriétaire de Webedia, ça vous donne à peu près l'ordre d'idée du type. Personne ne sait qui c'est, du coup, ici. C'est un très gros entrepreneur et puis il finance beaucoup de startups aussi. Mais voilà, vous voyez la différence entre un message qui vous dépasse et un message qui vous dépasse pas. Là, il y a un message qui vous dépasse, ça va beaucoup plus loin. Ok, les actions, Station F, Kima, qui permettent de donner beaucoup de publicité à ça. Mais la réalité, c'est que c'est ce message-là auquel les gens adhèrent. Et c'est pour ça que Monsieur Entrepreneur en France, c'est ce gars-là. C'est pas Bernard Arnault qui pourtant, un entrepreneur, est plus riche que Xavier Niel. C'est pas Marc Simoncini qui pourtant a fait plus de télé, ou Anthony Bourbon qui a fait plus de télé que Xavier Niel. C'est pas, je sais pas, on va dire Yomi ou Sama qui sont des entrepreneurs les plus suivis sur les réseaux sociaux et tout. C'est lui. Et c'est lui parce que son message-là emmène énormément de gens. Ce message-là réussit cet exploit de mettre deux termes extrêmement valorisants pour n'importe qui et de dire voici en quoi je crois. Et comme moi je suis d'accord avec lui, pour moi ce sont les entrepreneurs qui sont les acteurs du changement. Donc comme je suis d'accord avec lui, il crée quasiment cette propriété de l'idée. C'est probablement pas lui qui a inventé ce concept-là. Peut-être que même il y a 100 ans, déjà les gens disaient que c'était les entrepreneurs qui étaient les acteurs du changement. Mais en faisant de lui ou de sa boîte, c'est pour ça que je lui dis, là, j'ai vraiment fait personal branding, mais on pourrait faire la même chose avec une entreprise. En le disant le premier, je reviens à le It's Toasted de Lucky Strike, oui ok tout le monde le fait, mais on est les premiers à le dire, donc on est les seuls à pouvoir vraiment le dire en le revendiquant. Il devient le porte-drapeau de ça. Donc si vous voulez, vous, devenir cette personne qui attire tout le marché de votre niche ou de votre thématique ou de votre industrie vers vous, devenez le message que les gens de votre industrie, que vos prospects ont envie d'incarner. Si jamais vous êtes par exemple dans le business des coachs, parce que je sais qu'il y en a un ou deux dans la salle qui sont là-dedans, faites en sorte de valoriser les coachs. Faites en sorte de dire les coachs sont les personnes qui permettent aux humains de le mieux se transformer ou du mieux évoluer ou du mieux, le bon terme ça serait du mieux performer. Je pense que les coachs sont les plus grands vecteurs de performance au monde. Ça se vérifie très facilement. Tu peux prendre des exemples comme Guardiola, tu peux prendre des exemples comme Philippe Lucas, le coach de la nageuse Laure Manodou. On peut prendre Patrick Moratoglou, le coach de tennis. Ça se vérifie. Ces coachs-là sont ceux qui permettent les plus grandes performances. Donc ça, preuve, ça existe. Je prends l'exemple des coachs, mais preuve, ça existe. Deuxièmement, pourquoi vous n'en avez pas? Je croyais que vous étiez un haut performeur. Vous n'êtes pas Novak Djokovic, vous n'êtes pas Laure Manodou, vous n'êtes pas Cristiano Ronaldo? Je ne comprends pas. Ah si, vous l'êtes, d'accord. Donc il vous faut un coach. Et après, derrière, nous sommes le coach des coachs les plus performants du marché du business français. Et donc du coup, on réussit à créer un marketing extrêmement cohérent parce qu'en gros, on crée quelque chose qui existe, dont on sait tous être vrai. Les grands coachs ont fait des grands performeurs. Et après, derrière, juste, on le met une stade du dessous en disant oui, bon, je ne suis pas non plus Djokovic, je n'étais pas non plus Guardiola, mais on peut s'en rapprocher. On peut s'en rapprocher. Est-ce que le crayon, toutes mes activités, est un acteur de changement majeur en France? Bah, pour l'instant, non. J'aurais pas la prétention de le penser. J'espère que oui, un jour. Je me bats pour. Mais en tout cas, j'adhère à ce message-là. Parce que j'aime cette image de moi-même. J'aime cette image qu'on me renvoie d'être un acteur du changement parce que je suis entrepreneur. Et donc, ce message-là dépasse la marque de Xavier Niel. Et il en bénéficie au passage. Les gens ont besoin de si peu d'encouragement pour faire de grandes choses. Là, pour le coup, on va moins être dans la tagline de marque ou l'image de marque fondamentale, mais on va plutôt être dans ce qu'on appelle un brand asset. Un brand asset, c'est une déclinaison conceptuelle, on va dire, d'une marque. Par exemple, le crayon, le message principal du crayon, c'est oser réunir. C'est vraiment le fait de réussir à réunir selon les divergences politiques, générationnelles ou d'univers. C'est vraiment notre fondamental. Mais la réalité, c'est que le crayon, par plein d'aspects, c'est aussi un appel à l'action. C'est un appel à la prise de risque de la liberté d'expression. Et donc la liberté d'expression et la prise de risque, c'est un brand asset du crayon. C'est oser réunir, c'est le truc principal, mais après on a un brand asset autour de la liberté d'expression, autour du passage à l'action. Et ça, c'est un des brand assets de Jordan Peterson, qui est globalement, je pense, dans le top 10 des intellectuels les plus suivis du monde. Donc sa phrase, c'est « les gens ont besoin de si peu d'encouragement pour faire de grandes choses ». Pourquoi c'est extrêmement puissant comme marque? Pourquoi ça le dépasse complètement? Ça le dépasse complètement parce qu'il est littéralement le mec qui donne des encouragements aux gens pour qu'ils fassent de grandes choses. Sauf qu'il ne dit pas « je fais ça ».
Il dit les gens ont besoin de ça. Donc en fait, c'est un appel à d'autres Jordan Peterson de se dresser et de eux-mêmes aller encourager les gens à faire de grandes choses. Donc en fait, en faisant ça, il a un message très B2B. Il pourrait le tourner comme un message très très B2B. Si jamais, n'importe quoi, Jordan Peterson montait un programme pour devenir une forme de Jordan Peterson sur d'autres domaines que la psychologie et la psychiatrie, si jamais c'était par exemple, je sais pas, sur le sport, sur la nutrition, sur la philosophie, sur d'autres choses, il mettrait ça comme putain de tagline de son programme de mastermind ou de formation. Les gens ont besoin de si peu d'encouragement pour faire de grandes choses. Je ne vous encourage pas à être, on va dire, intellectuel, youtubeur, grand public pour gagner plein d'argent. Non, je vous encourage à le faire parce que les gens ont besoin de si peu d'encouragement pour faire de grandes choses. Et en fait, c'est ça la fondamentale. C'est qu'en fait, on pense que c'est des taglines philosophico-politiques un peu bullshit, mais c'est pas le cas en fait. C'est des messages marketing fondamentaux parce qu'en fait, ils se basent sur des besoins fondamentaux. C'est juste qu'on n'est plus dans le détail. Si vous êtes dans le B2B grand compte dans la tech, je suis d'accord que ce que je vais vous dire n'est probablement pas la conférence qui vous changera votre business. Parce que c'est tellement technique que là, pour le coup, c'est vraiment juste un audit très précis de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que votre concurrent fait et qui on va choisir. Mais dans tout business qui va toucher à une forme de public plus large, où vous allez pouvoir attirer plus de gens que vous ne connaissez vers votre business, c'est comme ça qu'on emmène les gens. Les gens ont besoin de si peu d'encouragement pour faire de grandes choses parce que les grandes marques ont des messages qui les dépassent. Et ça les dépasse parce qu'il ne dit pas « moi j'encourage les gens, du coup ils font des grandes choses ». Il ne dit pas ça. Il dit « toute personne qui ferait comme moi », et d'ailleurs il le sous-entend, il ne le dit même pas texto, mais « toute personne qui ferait comme moi est non seulement la bienvenue, mais est en train de résoudre un problème fondamental ». Et quand on résout un problème fondamental, en entrepreneuriat, moi j'appelle ça gagner de l'argent. Et c'est ça en fait le truc. C'est qu'au lieu de se baser sur des besoins extrêmement techniques qui existent et qui peuvent être très lucratifs, cette logique d'avoir un message de marque qui dépasse la marque, c'est en fait logique de se baser sur un besoin beaucoup plus fondamental, beaucoup plus universel, d'essayer d'aller à la source du besoin. Et d'ailleurs, c'est vraiment important de se dire, les gens ont besoin de si peu d'encouragement pour faire de grandes choses, on pourrait monter 1000 business avec une phrase comme celle-là. Donc n'ayez pas peur de se dire « ouais, mais ma phrase, elle est trop globale, elle ne correspond pas exactement à mon projet, à mon produit ». Oui et non, les gens ils se doutent bien que si jamais ils sont en train d'acheter, je sais pas, un service d'accompagnement marketing, ils se doutent bien qu'ils vont pas arriver avec une gaufre Nutella à la maison. Ils le savent. Faites confiance aux gens, ils le comprendront. En revanche, vous pouvez potentiellement avoir le même message qu'une gaufre Nutella. Parce que peut-être que vous apportez la même chose. Et c'est pas important que votre message soit extrêmement précis dans ce que vous inspirez aux gens. Ce qui est important, c'est que votre offre soit très claire. Et là, oui, votre offre, pour le coup, extrêmement claire, extrêmement valeur ajoutée, value proposition, tout ce qui va avec, bien sûr que oui, 1000 fois oui. En revanche, votre message que vous incarnez, ce que vous portez comme vision, ce n'est pas la valeur fondamentale que les gens vont faire sortir de votre programme. Ça, c'est sur votre offre. C'est ce à quoi ils aspirent de profond. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent faire des grandes choses? Est-ce qu'ils veulent être des acteurs du changement? Et ça, c'est vachement plus intéressant. Donc, vous avez un rêve, vous emmenez les gens, et après, vous prouvez sur le terrain. L'entrepreneuriat, c'est un sport collectif. Ça, c'était l'image de la 3e Founders Night qu'on avait fait à la Cigale. 3e événement. Premier événement, sous-sol d'une salle d'escalade. 2e événement, une espèce de bar désaffecté dans une chapelle. 3e événement, la Cigale, où sont passés les Rolling Stones, Billie Eilish, Ed Sheeran, enfin bref. On était très fiers. En 3 épisodes. Pourquoi on a fait ça en 3 épisodes? Parce que la Founders Night, c'est pas fait ça pourrait être d'ailleurs, on aurait pu dire à la Founders Night, vous allez rencontrer des gens qui vont vous permettre de faire x2 sur votre chiffre d'affaires. Ouais, non, c'est déjà difficile à prouver. Et surtout, vous avez vraiment envie d'aller une soirée parce qu'on vous dit ça? Non, l'entrepreneuriat est un sport collectif. Ah ouais, moi je suis d'accord. Moi en plus je suis fan de rugby, donc je comprends tout de suite. Et puis moi l'entrepreneuriat, j'ai plein de potes. Ah ouais, mais moi en plus j'ai mon club de potes, on discute quand entrepreneur. Donc du coup on adore ça et tout ce qui va avec. Ah oui, mais moi de toute façon, je suis très famille, moi chez moi, donc évidemment. Donc là, on parle à des choses beaucoup plus profondes. Oui, vous allez potentiellement faire x2 sur votre chiffre d'affaires. Oui, vous allez potentiellement rencontrer des gens avec qui vous allez faire du business, créer des relations, créer des partenariats, tout ce qui est avec. Oui, vous allez potentiellement apprendre des leçons qui vont changer votre business parce qu'il y aura des entrepreneurs qui seront 10 fois au-dessus de là où vous êtes vous aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça ce que nous, on pense. Ce qu'on pense, c'est que l'entrepreneuriat est un sport collectif. Et c'est ça auquel les gens adhèrent. Et encore une fois, hein, on n'a pas dit Marley, Martin et Valran veulent créer du collectif dans l'entrepreneuriat. On s'en branle de nous. Nous, on crée du collectif. Et on fait en sorte que toutes les personnes qui aspirent au collectif puissent venir ici. Et c'est même, et c'est là que ça peut être intéressant, c'est même un petit peu plus piquant que ça parce que vous voulez pas aller à la Founders Night? Ah ouais, donc t'es un peu perso toi, t'es pas très collectif toi. Donc en plus, tu crées même le système inverse qui est de se dire, tu crées une valeur à laquelle il est difficile de ne pas adhérer parce que si tu n'y adhères pas, tu dois à l'inverse te justifier de ta non-adhésion.
C'est typiquement ce qui se passe sur l'écologie aujourd'hui. Je reprends cet exemple-là. Et sur l'écologie aujourd'hui, c'est impossible, déjà scientifiquement, c'est pas possible de ne pas adhérer, mais même politiquement aujourd'hui, ceux qui ont revendiqué la base scientifique de l'écologie vous empêchent de ne pas adhérer à ça. C'est impossible de dire aujourd'hui, en fait, il ne faut pas réguler l'aviation parce qu'en fait, on voyage autant qu'on veut et que c'est excellent comme moyen de vie. Parce que la base scientifique est trop lourde sur vos épaules. Donc vous devez vous justifier de ne pas adhérer à des choses évidentes du style, il faudrait que 4 voyages d'avion par an par personne. C'est des trucs qui commencent à monter réellement comme sujet. Mais aujourd'hui, c'est impossible de penser que ça ne devrait pas être le cas, sans avoir à se justifier. Parce que vous renversez comme en droit, vous renversez la charge de la preuve. Et avec ce genre de message, vous renversez la charge de la preuve, parce que vous faites en sorte que l'inverse de votre phrase soit négative. Et c'est très fort de faire ça. Parce que ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas dans une obligation d'adhésion, mais on comprend tout de suite que c'est le bon côté. Vous êtes les gentils. C'est un peu too much de dire comme ça, et je n'ai pas la prétention que la Founders Night l'est. Je dis juste que c'est ça le message de marque que ça inspire. Et donc du coup, en plus, ça devient stylé d'aller à la Founders Night. Pour la remplir, parce que la réalité, c'est qu'on a eu la salle 6 jours avant l'événement. Et donc on ne savait pas qu'on est passé du coup on va avoir 500 personnes qui vont être là à, en fait, il faut remplir 1000 personnes. Et donc du coup, on a demandé à tous les premiers membres de la Founders Night qui étaient là au tout début, on leur avait fait un visuel et on leur avait dit, en gros, je participe à la Founders Night, on a demandé de balancer ça sur LinkedIn. On a eu 170 posts faits en natif par les gens. 170. C'est-à-dire que globalement, on avait un tiers des gens qui étaient là à la soirée 2 qui ont fait un post pour faire la pub de la soirée 3. On a fait, je crois, 2,5 millions d'impressions sur LinkedIn et on a rempli la cigale en moins de 6 jours. Et en fait, ça, c'est de comprendre, c'est parce que ce message-là est là qu'on est capable de mobiliser ce référent dont je vous parlais en tout début. Et c'est pour ça que la question d'emmener les gens, elle arrive derrière et elle va vraiment être puissante au moment où vous prouvez sur le terrain. Vous nous avez fait confiance dans un sous-sol d'escalade et dans un bar un peu miteux désaffecté, on arrive à la cigale. Donc maintenant, c'est à vous de répondre présent. Et c'est comme un rapport qu'on aurait entre, je ne sais pas, un patron et ses employés. Moi, là, typiquement, je viens de terminer une levée de fonds et un rachat de boîte. Ça faisait 3 mois que j'étais dessus, c'était ultra éreintant, ultra difficile, peut-être un des trucs professionnellement les plus difficiles que j'ai fait de ma vie. Quand je suis revenu et que je suis arrivé avec les bonnes nouvelles face à mon équipe, je leur ai dit, j'ai fait mon truc, maintenant on y va, tu vois. Parce que j'ai prouvé sur le terrain. Et donc maintenant, à eux, quand ils regardent leur boss, ils sont en mode, ok, donc en fait, genre, c'est solide en haut, ça prouve sur le terrain, donc du coup, nous on suit. On a aussi envie d'être fiers de cette locomotive-là. J'aurais moins fait le malin si ça s'était mal terminé. Et voilà, et donc c'est vraiment important de comprendre que si vous voulez réussir à embarquer les gens, de toute façon, il y a un moment ou un autre, il va falloir passer par la case solide sur le terrain. CR7 inspire les gens, pas parce qu'il est un peu BG et qu'il met des frappes en lucarne, il inspire les gens d'abord et avant tout, et plus sa carrière a évolué, plus ça a été le cas, c'est parce que c'est le premier à arriver à l'entraînement et c'est le dernier parti. Et c'est ça qui a vraiment créé l'image d'un mec comme CR7. Beaucoup plus individuel, beaucoup moins inspirant, tout ce qu'il y a avec, mais CR7, il pourrait dire « je suis le meilleur joueur du monde », moyennement inspirant, même si en vrai c'est stylé, à « j'aurais pu ne pas être le meilleur, mais j'ai bossé comme un dingue, virgule, tout le monde peut l'être ». Et là, tout d'un coup, nous aussi on peut l'être. Et en fait, ça transforme le message, bon je fais une petite pensée là-dessus, mais ça transforme un message de flex, d'ego trip, à un message de « ce que j'ai fait, n'importe qui peut le faire, donc sous-entendu, tu peux le faire ». Et ça fait remonter l'aspiration profonde, et après, l'attraction se crée vers CR7. T'es pas content? Triplé. C'est ça, en fait, le prouver sur le terrain. Le prouver sur le terrain, c'est de vraiment comprendre la fondamentale que, à la fin, les gens se souviendront des grands moments, des grandes démonstrations. Et parfois, les grandes démonstrations peuvent être beaucoup plus puissantes qu'un marketing régulier et bien exécuté. Et je le dis parce que on est dans une société où le marketing est devenu tellement qualitatif, tellement précis, avec des gens de tellement bon niveau. Vraiment, il faut qu'on mesure aujourd'hui le niveau dans lequel on est arrivé dans le marketing digital, dans le ciblage, que ce soit par rapport aux outils, donc le Facebook Manager, le SIA, le SEO, tout ce qui va avec, ou par les agences ou les freelances qui l'exécutent. Il y a vraiment un très haut niveau. Mais l'être humain reste l'être humain. Et qu'une soirée où on remplit la cigale comme un groupe de rock alors que c'est une soirée entrepreneuriale, ça marque. Et ça marque plus qu'une pub bien exécutée. Donc je ne vous dis pas de ne pas faire de pub bien exécutée. Au contraire, faites-le. Et il y a trop de gens ici, à mon avis, qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça pour que je vous dise de ne pas le faire. Je vous dis juste que de temps en temps, si vous voulez faire en sorte que votre entreprise ait un message qui dépasse votre marque, si vous voulez que votre marque soit dépassée par ce que vous portez, il y a des moments où il faut prouver sur le terrain. Et prouver sur le terrain, ça ne sera pas en exécutant parfaitement votre marketing ou avec un peu de preuve sociale que vous avez été bon. C'est en faisant quelque chose, en emmenant les gens sur quelque chose d'un peu extraordinaire, qui les fait un peu rêver. On banalise un peu la réussite aujourd'hui parce que tous les gens qui réussissent sont capables de communiquer. Donc en fait, c'est con, mais
Mettons qu'il y a, je sais pas, 100 000 personnes qui réussissaient très bien leur vie il y a 40 ans, en fait, on savait rien. Donc, un mec comme Bernard Tapie, il sortait du lot en mode waouh, putain, mais quel entrepreneur de dingue. Aujourd'hui, n'importe qui réussit communique, et même ceux qui ne veulent pas communiquer, on communique sur eux. Donc, en fait, aujourd'hui, ces mêmes 100 000 personnes, elles existent aux yeux de tous. Donc, en fait, c'est pas dire que la performance a été banalisée, mais le fait d'être très bon n'est plus un argument si différenciant en soi. En fait, c'est presque devenu le service minimum. En revanche, si vous voulez faire en sorte que vous puissiez aller au-delà de ce truc-là, d'être un peu plus spécial, un peu différent, avoir un message qui vous dépasse, il faut prouver sur le terrain. Et prouver sur le terrain, ça peut être plein de choses, mais la plus fondamentale que c'est qu'est-ce que les gens qui vous suivent, que ce soit vos abonnés, vos clients, vos prospects, vos partenaires, qu'est-ce qui, eux, à quoi ils aspirent réellement. Et s'ils aspirent à une chose qui parfois peut être très différente du business et vous arrivez à y répondre avec un peu d'originalité, vous les aurez conquis dans le cœur. Juste prends l'exemple de Gérald. Tu fais des masterminds entrepreneuriaux et on est ravis d'être là et je trouve que c'est vachement intéressant. Mais je prends cette idée-là parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs, aussi que certains que je suis sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont assez fans de sport et potentiellement assez fans de dépassement de soi. Si tu faisais, je sais pas, un mastermind de 3-4 jours avec une journée entière où c'est que des trucs de conditions physiques, un peu durs, en mode parcours à la Ninja Warrior, ce genre de trucs, peut-être tu nous toucherais dans le cœur plus profondément qu'avec la conférence d'un entrepreneur qu'on aime tous. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on est en mode, ok, on partage cette valeur de dépassement de soi, de combat, et après, on se pose même pas la question de si tes accompagnements ils sont qualitatifs, on le sait, c'est évident. Alors que pourtant, c'est pas lié. Les deux choses sont systémiquement pas liées. Et pourtant, c'est des choses qui nous emportent et ça nous transporte et on sait que c'est le bon truc. Parce qu'on sait que les valeurs qui sont partagées, la manière de penser, c'est la nôtre. Parce que si nous, on est dingue de ce truc de sport, de ce truc de combat, on se doute que l'accompagnement qu'on aura, il aura cette veine-là, il aura ces valeurs-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que des Coca s'associent avec des grands sportifs et des grands événements sportifs. C'est qu'ils veulent absolument tout faire pour que le côté sport et Coca puissent se rapprocher, même si dans le principe de base, c'est quand même un peu l'inverse. C'est une phrase que m'avait sortie le DG de Combini, qui est un de nos potes, qui s'appelle Irakli. Il nous avait dit « Les entreprises achètent l'image qu'elles n'ont pas ». Les grandes entreprises achètent l'image qu'elles n'ont pas. D'où le fait que plus une entreprise pollue, plus elle va s'entourer de gens écolos. Donc concrètement, prenons un petit use case avec moi-même. Donc voilà, tac, tac, tac. Voilà, ayez un rêve. La clé d'une société prospère est la réunion des gens dans le désaccord et l'action. C'est ma vision des choses, c'est mon rêve. Mais en gros, moi, mon rêve, c'est qu'on voit la diversité d'opinions comme une force et pas comme une faiblesse. Et que tout ce qui se rapproche d'une forme de fascisme entrepreneurial où en fait il y a une personne qui décide et tout le reste exécute sans jamais réfléchir, je ne pense pas du tout que ça soit la manière de créer une société prospère. Et une société dans le sens de la société française, mais dans le sens de la société, une entreprise, quoi. Une société. Et ça, c'est vraiment ma vision des choses. C'est mon rêve, c'est ma vision du truc. Je pense que plus on est capable de s'entourer de gens très différents, plus on capte un nombre d'informations différentes, plus on a une forme de carte du monde extrêmement éclairée qui nous permet d'avoir beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de créativité et beaucoup plus de solutions au moment où on a des problèmes qu'on ne connaît pas. Évidemment tributaire de mon industrie, médias, communication, influence, B2C, très B2C, mais c'est ma vision des choses. Je suis un obsédé de psychologie humaine et de fulloscopie, c'est un truc qui me passionne. Et ce que j'ai compris, c'est que dans ma discipline, la meilleure manière d'être le meilleur, d'être le plus performant, d'aller le plus loin possible, c'est d'être extrêmement entouré de gens très différents. Et que c'est parce qu'on est entouré de gens très différents, c'est parce que je suis entouré de gens très différents que je suis probablement dans les moins de 30 ans, dans le top 10 des gens les meilleurs en opinion en France. Parce que je suis entouré de gens tellement différents, de rencontrer tellement de profils différents, que je suis capable de mapper un nombre d'idéologies, de visions du monde, des perspectives, d'ambitions, tout ce qui va avec. Et en plus, je l'ai fait dans le déclaratif, c'est-à-dire le média, et y compris dans le moins reluisant, c'est-à-dire la partie plus accompagnement personnel, construction de marque personnelle ou travailler pour l'influence des marques. Et je vois très très bien les deux mécanismes. Et donc moi, ça c'est ma vision. Donc j'ai mon rêve, j'ai ce message qui dépasse ma propre marque, parce que ça... c'est pas moi d'ailleurs, n'importe qui peut là s'entourer de gens très différents et puis construire sa société. Moi, c'est exactement ça que je défends. Mais après, il faut emmener les gens. Cela ne tient qu'à chacun d'entre nous de faire un pas vers l'autre et de créer une différence. Ça, c'est la manière dont je convainc les gens de réussir à faire ça. C'est de se dire qu'il y a juste un pas à faire pour aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas et apprendre des choses qu'on ne connaît pas. C'est une vision qu'on pourrait trouver, à mon avis, que je trouverais à mon avis très très semblable de la vision de on apprend des choses que la bouche fermée. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne a quelque chose à nous apprendre à condition qu'on pose des bonnes questions. Enfin, ce genre de rhétorique un peu bullshit et un peu facile, mais qui en reste néanmoins très vrai quand on est plutôt
doué et plutôt, on a plutôt cette aspiration à aller creuser des idées, creuser des concepts. Chacun a un vécu suffisant et un monopole personnel de sa propre vie pour nous apprendre des choses pertinentes. Et c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit parce que cette vision-là, c'est d'abord, tac, une société prospère, c'est la réunion autour des gens dans le désaccord et l'action. Chacun d'entre nous de faire un pas vers l'autre et de créer la différence. Et après, derrière, on propose. Hop, attends. Non. Voilà. Et derrière, on propose. On réunit, on propose, on passe à l'action. Et on pousse à l'action. Donc, on réunit, c'est ça, cette idée d'avoir plein de gens différents. On propose, donc en fait, on passe nous-mêmes à l'action. Et on pousse à l'action, donc on inspire. Et c'est ça les 3 étapes de ma propre marque personnelle qui se décline après évidemment dans le crayon et dans d'autres choses. Mais je voulais vous prendre un use case de moi-même. Et c'est pour ça, je ne suis pas certain d'être le meilleur entrepreneur que vous rencontrerez dans votre vie. Je ne suis pas certain d'être spécialement exceptionnel dans une discipline du business tellement importante aujourd'hui, tout ce qui va avec. En revanche, j'ai compris un fondamental sur la fouloscopie et sur la psychologie humaine qui est l'aspiration à être à plusieurs, à faire partie de quelque chose de plus grand. Et ça, c'est ce que je maîtrise le mieux. C'est pour ça que les entrepreneurs nous font confiance, c'est pour ça que les entreprises nous font confiance, c'est pour ça qu'on a des énormes communautés sur les réseaux sociaux. Et je prends juste cet exemple-là parce que moi, sur mes propres réseaux sociaux, je publie régulièrement, mais je ne suis pas trop influenceur, ça me fait un peu chier. Je suis le mec qui a moins d'abonnés de mes 3 autres associés. Je dois avoir 80 000 abonnés ou 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et je saurais exactement comment avoir 1 million à titre perso. Juste, c'est pas ce que j'aurais envie de faire. J'aurais pas l'impression de respecter ça. Et à la fin, sur le long run, je pense que je créerai une image beaucoup plus unique avec cette logique-là. Je pense que j'arriverai à construire une image et un message qui me dépasse. Et c'est ça, je pense, qui compte à la fin. Et pour terminer sur une note un peu plus inspirationnelle, on va dire, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, ce que disait Nietzsche au 19e siècle, c'est-à-dire en gros Dieu est mort, c'est en train de devenir de plus en plus réel. Et c'est d'ailleurs, paradoxalement, en train de devenir de plus en plus réel auprès des catégories aisées. Ce qui, à la base, Nietzsche était théorisé sur les catégories plutôt populaires. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, cette disparition de la transcendance, ça crée 2 logiques. La première logique, c'est d'être soi-même le patron de sa propre vie, au sens premier degré du terme. Il n'y a plus quelqu'un là-haut pour nous juger et tout ce qu'il y a avec. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on se sent en fait assez seul. Seul face au néant, seul face à la petite taille de la Terre dans l'univers, à la propre temporalité, au monde, quoi, à la société, le côté un peu bordélique et ingérable de ça. Donc ça fait naître en fait énormément de besoins d'aspiration, de besoin en fait de réussir à connecter avec les gens, de connecter avec les marques, en gros de produire du sens autour de nous. Et si vous êtes, vous, l'entité capable de produire du sens pour les gens dans un domaine important de leur vie, ils dépenseront avec vous des chiffres disproportionnés pour la valeur similaire d'un concurrent. Parce qu'en fait, ça sera quasiment un achat militant, le mot serait trop fort, mais ça sera un achat qui sera sensé pour eux. Et ils seront contents de le faire. Et je prends juste mon exemple personnel, ça m'arrive très régulièrement de dépenser beaucoup plus cher pour des trucs qui sont peut-être pas meilleurs, mais juste ça me fait kiffer de les dépenser là-bas. Je prends juste cet exemple-là, j'ai commandé des slips au Slip Français parce qu'ils ont fait leur nouveau truc comme ça, juste parce que je kiffe qu'une boîte fasse des trucs produits en France de manière écolo et à l'échelle. Ça me fait kiffer. Le caleçon est probablement pas meilleur que celui de Monoprix ou de Uniqlo, aucune différence. Il est même plus cher, mais je kiffe en fait. Et le petit Slip Français n'est pas une petite entreprise non plus. Et c'est pour vous faire comprendre qu'il y a vraiment... c'est pas un petit truc, quoi, avoir une marque qui a un message qui nous dépasse. C'est une vision fondamentale qu'on peut réussir à créer plus de valeur pour le client et plus de marge pour soi, parce qu'on réussit en plus d'apporter de la valeur à créer du sens pour les gens. Merci beaucoup.